Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Unit, le podcast dédié aux énergies vertes. Bienvenue pour ce premier épisode enregistré en 2025 pour lequel j'ai le grand plaisir d'accueillir Karim Megherbi qui ne fait pas partie du groupe Unit mais qui a très gentiment accepté de venir pour être avec nous et discuter ensemble des marchés photovoltaïques. Bonjour Karim. Bonjour Marianne. Karim, tu nous parles en plus depuis Dubaï, donc tu nous envoies un petit peu de lumière et de soleil justement sur un podcast photovoltaïque, c'est parfait. Donc, Alors aujourd'hui il a plu à Dubaï, ce qui est, ça fait partie c'est l'une des très rares journées où il pleut dans les Émirats. Probablement il pleut peut-être 5 jours par an, et là aujourd'hui, ce matin il a un peu plu. Alors, Karim, tu travailles dans les ENR et plus particulièrement dans le photovoltaïque depuis 20 ans. Tu es le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Horizon Invest, dont tu vas un petit peu nous parler. Et tu es particulièrement actif sur les réseaux comme YouTube ou comme LinkedIn, sur lesquels tu partages beaucoup d'informations sur la transition énergétique et notamment pour lutter contre la désinformation, qui est un sujet qui est très important pour toi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de t'avoir pour discuter un petit peu des grandes tendances des marchés photovoltaïques. On rentre dans 2025, donc c'est un petit peu l'occasion de faire un bilan finalement de tout ce qui s'est passé l'année dernière, de voir où on en est, les écueils qu'on rencontre, les évolutions, les grandes tendances, voilà, d'avoir un petit peu ce portrait général ensemble. Je vais commencer avec une question qui est un petit peu personnelle, mais je crois d'ailleurs qu'on te la pose assez souvent quand tu fais ton interview, mais pourquoi Dubaï ? Pourquoi es-tu basé à Dubaï ? C'est une bonne question, d'autant que l'empreinte carbone du pays est très, très élevée. Et donc, forcément, ça pose la question de ton engagement dans la transition. Mais il faut aussi le voir, les Émirats, comme un pays qui est au cœur, en fait, finalement, de la transition. Puisque les États pétroliers, eux, sont les premiers concernés avec la vente de leur pétrole. Alors, je ne sais pas si certains ont l'envie de croire que les États pétroliers vont être moteurs dans la transition, mais je ne crois pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces pays l'abordent, c'est-à-dire comment ils voient les projections de pétrole, comment c'est intégré en fait dans leur PIB, et quels sont les futurs marchés en fait qu'ils voient, et comment eux-mêmes peuvent faire une transition. Donc en fait, il y a deux aspects sur ces pays-là. Un aspect qui est, je dirais, géopolitique, pétrole, fossile, comment ces pays-là se préparent. Et donc, par exemple, on peut voir des investissements importants dans la pétrochimie, une redirection de leur marché vers l'Asie. Et puis également, eux-mêmes ont des projets net zéro. Par exemple, donc les Émirats ont l'ambition d'être net zéro en 2050. Et donc, ils ont pas mal de politiques, en fait, pour décarboner leur énergie, y compris des politiques, alors ça peut sembler étrange, mais de contrôle à la demande. Donc, alors moi, pourquoi je suis à Dubaï ? En fait, c'est la vie. C'est-à-dire que c'est les hasards de la vie aussi. C'est-à-dire que voilà, j'ai eu une opportunité de venir ici, de travailler avec une société qui m'intéressait tout particulièrement. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans. En fait, j'étais avec Access Power. On était les représentants de Total Eren sur l'Asie centrale et l'Afrique. Et puis, voilà, je travaillé 4-5 ans. Et puis ensuite, je suis resté pour monter ma société. Ma société, en fait, je couvre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Et donc, si tu veux, là, tu es vraiment au cœur, quoi. Tu vois, non seulement tu es dans un état où vraiment il y a des discussions stratégiques, en fait, sur l'énergie, mais en plus, tu es vraiment... Enfin, là, je suis à la croisée, en fait, de mes marchés. Et donc, ça peut paraître étrange, mais on sent le pouls, en fait, de ce qui se passe dans la région. Tu vois, tu sens tu vois les informations que tu obtiens, les gens qui voyagent, qui sont de passage à Dubaï, tu vois, c'est beaucoup de personnes d'Indiens, de la Chine, etc. Donc tu vois un peu ce qui se passe, et donc pour moi c'est important, ça réduit mes trajets. Si j'habitais en France par exemple, ce qui me manque beaucoup, faire une balade en forêt me manque énormément, mais tu vois, je serais très loin de mes marchés, peut-être que je devrais prendre plus l'avion, etc. Donc en fait au final pour moi, le bilan carbone de rester à Dubaï et d'un point de vue professionnel, c'est vraiment important. Et tu as fondé donc ta société du coup à Dubaï. Donc cette société, elle s'appelle Horizon Invest. Alors c'est Horizon, ça se dit Horizon. Ah mince. Non mais je vais t'excuser parce que l'origine de ce mot c'est
c'est un mot Yoruba. Donc, à moins que tu parles couramment le Yoruba. Ça me manque à mon CV encore. C'était pas gagné que tu le saches. Donc, ouais, c'est un mot Yoruba qui veut dire source. Et donc, d'accord. Ah oui, j'étais complètement à côté. Moi, je pensais vraiment que tu avais fait un jeu de mots à l'anglaise, quoi. Quelque part, c'est un jeu de mots, puisque tu vois, Horizon, il y a le sun, tu vois, donc il y a le soleil, tu vois, donc quelque part, il y a aussi ce jeu de mots-là. Voilà, donc là, je mets en contact des porteurs de projets en énergie renouvelable, essentiellement solaire, éolien et batterie, avec des investisseurs qui sont des fonds d'investissement, des opérateurs électriques, des développeurs qui achètent des projets. Des particuliers aussi ou pas du tout? Non, juste, c'est plutôt les projets de grande taille, en fait, 50, 100 mégawatts ou plus. J'ai des portefeuilles qui font 100, 200, même 800 mégawatts. Et je suis spécialisé plutôt sur les marchés émergents. Mais bon, en Europe, par exemple, ça tire un peu. Tu vois, si j'ai des projets en Italie, en Espagne, donc ça dépend un petit peu, je dirais, des opportunités. Mais le gros de mon travail se fait sur les marchés émergents. Récemment, je me suis mis un peu aux batteries aussi, parce que le marché progresse. Et donc, ce que je fais, c'est que je regarde un petit peu les scénarios net zéro, là où la transition patine un peu, là où il y a des opportunités que je vois sur les marchés, où il y a des manques en fait, il y a des verrous qui existent, soit parce que la structure contractuelle n'est pas encore acceptable, parce que l'État n'a pas encore mis les bonnes réglementations, mais je vois des changements qui vont arriver, et donc j'essaie de préparer ça, et puis j'essaie d'identifier des projets, et puis de trouver des solutions. Donc par exemple, je sais pas, au Vietnam, les contrats étaient pas bancables, mais tu pouvais quand même avoir des financements, ce qu'on appelle sans recours, c'est-à-dire des financements dont la seule garantie, c'est le projet lui-même. Donc logiquement, ça nécessite des contrats en béton, parce que les banques, elles veulent pas, évidemment, prendre de risques, mais là, c'est pas le cas. Il se trouvait que l'environnement bancaire national faisait que si tu avais les bons partenaires, tu pouvais avoir de la dette. Voilà, donc moi, j'essaie de trouver des solutions, des combinaisons qui permettent de résoudre certains problèmes. Et puis, si je les trouve, eh ben, j'essaie de proposer ces projets-là après sur le marché à quelques investisseurs avec lesquels je travaille. Voilà, il y a 4 ans, on a fait un peu plus de 600 mégawatts. Ça fait, alors c'est pas beaucoup de transactions, on a fait 9 transactions dans 8 pays. Donc tu vois, c'est des tailles plutôt grandes de projets. Et puis récemment, là, j'ai un projet de restructurer un peu l'activité et de m'étendre aussi un peu sur du développement, et puis pour solidifier aussi la partie justement brokerage ou M&A, comme tu veux. On s'est associé avec un conseiller financier, voilà, qui est un des leaders de la région MENA, une société qui a à peu près 50 personnes dans le monde. On s'est mis ensemble pour proposer des produits, moi déjà bénéficier d'un réseau d'investisseurs, et puis aussi de pouvoir proposer aussi de la levée de la dette, enfin de la structuration de la dette, en plus de mon activité sur la partie plutôt fonds propres, quoi, partenariat. Donc des belles perspectives pour 2025 de développement encore pour toi et pour ta société. Alors, Karim, on va attaquer un peu sinon le sujet plus des marchés, puisque comme tu le disais, tu travailles beaucoup toi sur les marchés émergents, mais aussi en Europe. Déjà, je vais partir sur quelque chose de très général. On vient de fêter la nouvelle année 2025. Quel est le bilan, toi, que tu tires de 2024? Ce que j'entends, moi, un petit peu de ces derniers jours, c'est que autant il y a eu en 2023 vraiment une explosion des marchés solaires, autant, a priori, 2024 a l'air d'avoir été peut-être un petit peu plus soit de la consolidation, soit un ralentissement. Qu'est-ce que toi, tu perçois de tout ça? Oui, enfin, la transition, c'est un phénomène mondial. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est comment les dynamiques de marché, en fait, évoluent. Et souvent, quand tu as une région qui patine, tu en as une autre qui boom. Malheureusement, pour les émissions, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire que quand tu as des gens qui font des efforts, tu en as d'autres qui partent en vrille. Et donc, ça pose des problèmes, comme par exemple l'année dernière, où l'Indonésie a lancé une grande salve de centrales charbon. Et donc, ça a fait exploser, enfin, ça a participé, en fait, à absorber une partie des efforts que les autres ont fait pour baisser les émissions. Tu vois. Donc, sur les marchés, c'est la même chose. Tu as toujours la Chine, en fait, en fait, la Chine, à elle seule, elle fait des tendances. Parce que la Chine, c'est plus de la moitié de toutes les énergies renouvelables qui s'installent là-bas. Et il y a une croissance gigantesque. Donc, forcément, à elle toute seule, elle tire un truc, quoi. Elle tire une trajectoire. Donc après, quand tu regardes dans le détail, effectivement, en Europe, ça n'a pas été super sur la partie solaire. Alors pourquoi? Ça, c'est un avis personnel de ce que je vois sur les marchés.
Bon, les marchés sont très compliqués, hein. Il y a des réglementations qui divergent, qui sont différentes d'un pays à un autre, déjà, probablement. Donc, tu vois, une stratégie Europe, en fait, c'est une stratégie avec des pays, quoi. C'est par pays. Tu es obligé, en fait, d'apprendre, de comprendre et d'avoir des relais locaux dans tous les pays. Et ta structuration de la transaction, elle est complètement différente d'un pays à un autre. Donc déjà, ça, c'est pas évident pour faire du développement à grande échelle, tu vois, et de baisser les coûts et de standardiser. Ça, c'est la première chose. Mais ce qu'on peut voir aussi, ce qui s'affirme de plus en plus, c'est que les pays, ils y vont plus en freestyle, en se disant les prix ont baissé, et donc vendons sur les marchés de l'électricité. Alors ça, personne n'aime ça. Les prix de l'électricité sont très volatiles. De plus, tu as des phénomènes de cannibalisation qui s'intensifient, en fait, parce qu'il faut investir dans les outils de flexibilité. Donc, toi, tu te dis, bah attends, comment je vais gagner de l'argent là-dedans? Ah bah peut-être qu'il faut que je mette des batteries, il faut peut-être que je trouve des PPA, donc signer des contrats d'achat-vente avec des fournisseurs, tu vois. Donc, ça fait quand même, ce que je vois, hein, c'est qu'il y a beaucoup de projets. Il y a vraiment beaucoup de projets en Europe, beaucoup de projets. Mais pour être franc, c'est très compliqué de les mettre en place. Donc ça, moi, je le vois, moi, en tant qu'originateur de projets, puisque mon travail, c'est d'aller débusquer, si tu veux, ces projets et puis de trouver des investisseurs. Et donc, on a fait les modèles financiers sur plein de pays, tu vois. On a étudié plein de projets. Et donc, déjà, il faut savoir que, par exemple, rien que sur les courbes de prix, donc tu sais, les courbes de prix d'électricité, donc il y a des projections. Tu vois, t'as des grandes sociétés, type Afrail ou d'autres, qui en fait font des projections, donc bas, moyen, haut. Bon, quand tu regardes les courbes de 2022, 2023, 2024, il n'y a rien qui est cohérent, tu vois, rien du tout. Alors, quand je dis qu'il n'y a rien qui est cohérent, ça veut dire que un cas moyen devient un cas bas ou haut, tu vois, quelques mois après. Ça amène quand même une grande difficulté parce que tu dis, OK, je vais investir de l'argent avec un revenu qui est incertain. La solution, c'est quoi? C'est la batterie, tu vois, c'est des choses comme ça, mais ça reste compliqué, tu vois, ça reste quand même des projets compliqués. Si ton projet ne tient que parce que tu peux faire du trading derrière, c'est pas évident. Donc ça, je trouve que en Europe, il y a une complexité du marché qui n'est pas en train du tout de se résorber. Chaque pays, en fait, a un degré de maturité différent. Mais en dehors des appels d'offres, il y a beaucoup de projets qui se développent, mais les gens qui prennent le risque de les mener à bout, tu en as. Tu as des structurations, tu as beaucoup de PPA qui se développent, des traders, etc., qui rachètent l'électricité. Mais ça dépend des pays, ça dépend des contextes. Donc, ça reste compliqué quand même, je trouve. C'est un marché compliqué, l'Europe. J'anticipe un tout petit peu sur les questions que j'avais prévu de te poser, mais puisqu'on parle de l'Europe et puis de la diversité justement des politiques ou des contextes nationaux, la France, toi, qu'est-ce que tu as comme regard sur ce qui se passe en France? Bah, c'est un marché sympa, c'est un marché sympathique. Il y a du volume, il y a du volume par rapport à d'autres marchés en Europe. Alors c'est pas le plus gros volume, mais c'est pas du tout le plus petit. Donc tu vois, c'est quelques gigawatts quand même. Il y a entre 1 et 2 sur l'éolien et puis 4, je crois, sur le solaire. Donc c'est quand même un marché important. Et puis c'est un marché pas si compliqué que ça, au sens où c'est de l'appel d'offres, quoi. Par contre, c'est un marché qui est contraint, c'est-à-dire que la réglementation est faite pour que ce truc-là coûte très cher, et ça c'est un petit peu embêtant. Et du coup, tu as des contraintes réglementaires, tu as un jeu réglementaire vraiment extrêmement complexe, et qui fait que finalement, tu as peu d'étrangers en fait sur notre marché français. Et donc, c'est un marché qui est peu concurrentiel. C'est un marché où tu as des acteurs historiques depuis un certain temps, et donc avec maintenant des gros qui arrivent là, qui sont installés, Engie, Total, etc. Voilà, les Français sont très bons en dehors de la France. Il faut savoir que les développeurs français, ils sont très 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 bons en dehors de la France, mais le marché français, voilà, tu vois, tu as des petits projets. Déjà, les temps de développement, déjà, c'est de la folie. 7 ans de développement pour un projet éolien, ça n'a absolument aucun sens. Sur le solaire, c'est à peine mieux, que c'est plusieurs années. Voilà, t'as pas le droit de ceci, cela, etc. Et donc, au final, tu te retrouves avec des petits projets, en fait, qui sont assez coûteux. Et ça c'est un problème, ça. Alors que les acteurs, ils sont suffisamment compétents et pour pouvoir en fait proposer des projets qui sont à la fois en accord avec l'environnement et la faune, flore, etc. Tu as quelques projets de taille importante qui se développent quand même, donc ça c'est bien, on peut le voir. Mais je trouve que ça manque un petit peu. D'accord, super. Alors, il y a
Une zone géographique dans le monde sur laquelle j'avais envie de te poser une question, c'est les États-Unis. Donald Trump, c'est évidemment un personnage particulier, c'est quelqu'un qui en tout cas affiche un climato-scepticisme fort, c'est le drill, baby drill, voilà, il y a beaucoup de signes négatifs dans cette élection. Est-ce qu'il y a eu une réaction des marchés à cette élection-là? Est-ce que les marchés ont accusé le coup? Est-ce qu'au contraire, ça déclenche un sursaut? Quelles sont les conséquences à la fois aux États-Unis, mais peut-être aussi justement ailleurs? Qu'est-ce que tu penses de ces évolutions-là? Bon, déjà, pour être honnête, je ne suis pas compétent pour répondre à cette question-là. Mais j'espère que chacun le prendra pour ce que c'est-à-dire l'opinion de quelqu'un qui travaille dans l'énergie, quoi, et qui n'est pas forcément très très bien informé sur la situation des États-Unis. Une des conséquences qui, moi, m'importe, c'est la Chine. C'est-à-dire qu'une des conséquences, c'est que les États-Unis vont être un petit peu moins présents, en fait, a priori. Et donc, ça laisse un boulevard important à la Chine, qui, elle, investit massivement dans les technologies du futur, alors que les États-Unis regardent en arrière. Enfin, en tout cas, le président. Et ça clique. Donc ça va poser problème, parce que les technologies de demain, c'est pas des technologies fossiles. Donc, t'auras beau être climato-sceptique, voilà, t'auras beau tout ce que tu veux, la technologie de demain, elle n'est pas fossile. Les universités au Texas qui forment les gens pour faire du fossile, elles sont désertées. Tu vois, avant, le secteur fossile, il captait les meilleurs des meilleurs. D'ailleurs, tu vois, dans les années 70, les chercheurs d'Exxon, ils avaient déjà prévu le réchauffement climatique. Ils avaient déjà analysé que le fait de brûler des fossiles, ça allait changer la concentration de CO2 là, dans l'atmosphère dans des proportions qui vont faire que ça va impacter la température. Donc avant, ça attirait les brutes. Mais aujourd'hui, non. C'est pas le secteur fossile qui attire les talents. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de talent dans le secteur fossile, pas du tout vrai, parce que d'ailleurs, moi je travaille avec beaucoup de gens dans les fossiles, et c'est fantastique, hein, il y a des gens extraordinaires, donc c'est pas le sujet. Je dirais juste, mais tu vois, qui capte aujourd'hui les investissements? C'est pas les fossiles. Les fossiles, ça capte le pognon qu'on est obligé de dépenser, parce que chaque année, on doit prendre 8 gigatonnes de charbon, je ne sais plus combien de mètres cubes de gaz et de mètres cubes de pétrole, parce que si on fait pas ça, notre société, elle s'arrête, tu vois. Donc, la Chine, elle investit massivement, et en plus, on lui laisse un boulevard. La transition, il faut l'imaginer en dynamique, c'est-à-dire que faut l'imaginer en région, en dynamique, avec des pays, tu vois. Donc, tout ça, tous ces jeux entre l'Inde, la Chine, les États-Unis, l'Europe, si tu veux, effectivement, Donald Trump, il n'est pas là pour faire que le climat aille mieux, ça c'est clair. Mais il ne va pas tout arrêter, déjà. Ça va être très dur de complètement arrêter les énergies renouvelables. Le Texas, c'est investi massivement des énergies renouvelables. Et pourquoi? Parce que c'est pas cher. Donc ça, il y a des forces économiques derrière la transition, en fait. C'est ça le sujet. Le fait qu'il y ait un dynamisme en Asie qui va peut-être, tu vois, avec des rapprochements qui vont se faire, des collaborations, ça c'est positif, parce que on a besoin de collaboration, tu vois, les pays, ils ont besoin de collaborer ensemble. Ils ont besoin d'harmoniser un petit peu, si tu veux, leur politique, pour que justement, tu vois, que ça fasse masse, tu vois. Donc ça c'est positif. Comment l'Europe va naviguer là-dedans, je sais pas, j'ai pas une boule de cristal, si tu veux, mais clairement, le message c'est vous êtes tout seul, quoi. Enfin, voilà, il va falloir que nous-mêmes, on sorte le plus rapidement possible des fossiles, si tu veux. Il y a pas mal de sujets sur lesquels on va... tu vois, le sujet industriel, par exemple. Le sujet industriel, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois, de nos industries. Après, moi, ce que je vois surtout dans l'élection américaine, c'est la partie des informations. Je pense que 2024 a été l'année où, ça y est, on a compris... Parce que, tu vois, moi, je regarde la désinformation depuis plusieurs années. Mais il y a 3 ans, quand j'en parlais sur les réseaux sociaux en France, on me regardait en disant mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Maintenant, je pense que tout le monde a compris ce que je racontais. Là, ce qu'on vient de comprendre, en fait, 2024, c'est l'année des citoyens, tout simplement. C'est que la transition, elle se fait avec les citoyens, ou elle se fait pas. Il va falloir qu'on réfléchisse de nouveau à comment embarquer les citoyens. Et c'est pas du tout en montrant du doigt t'es climato-sceptique, t'es ceci, t'es cela, que ça va marcher. Et d'autre part, il faut réfléchir aussi à nos sociétés, comment elles sont organisées. Est-ce que nos sociétés, elles sont organisées de la bonne façon pour que,
justement, on puisse embarquer tout le monde déjà, et d'autre part pour lutter contre la désinformation. Et moi, je pense que non. Donc, je crois que là, c'est ça. Je crois que les élections américaines, elles ont vraiment montré que la question démocratique de la transition, elle est fondamentale, quoi. Donc ça, je pense que c'est ça le message des élections américaines. D'accord. Et alors, puisqu'on va rester un petit peu sur l'Asie, c'est vraiment, je crois, la zone géographique dans laquelle toi, tu travailles le plus. Quels sont les grands marchés émergents dont tu parlais justement pour le photovoltaïsme en Asie? Ouais, bah il y a des hauts et des bas, quoi. C'est-à-dire qu'ils avancent pendant 4 ans, après, boum, patatrac, après ça recule, après ça avance. Le Vietnam, par exemple. Le Vietnam, en une année, il y a eu 7 gigawatts d'installés juste sur les toitures. Et puis depuis 2 ans, 3 ans, il se passe plus rien du tout. T'as des marchés qui avancent, et puis après ils s'arrêtent. Bon, le grand marché, c'est la Chine, finalement. De plus en plus, t'as des gens qui essayent d'aller en Chine. C'est compliqué parce que les financements, et c'est pas des financements sans recours, mais là ça commence à il y a des financements sans recours qui arrivent sur les projets en toiture, donc avec des banques chinoises. Donc ça, c'est nouveau. Et donc, tu as quelques accords qui se font. Donc, Excuse-moi de te couper. Quand tu dis des financements sans recours, qu'est-ce que ça veut dire exactement? le financement sans recours, c'est le grand mode de développement des infrastructures. C'est le grand mode de financement des infrastructures. Alors, de toutes les infrastructures d'ailleurs. Et sur les renouvelables, en particulier, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça fait, un financement sans recours? C'est, par exemple, une société, si elle emprunte auprès d'une banque, elle emprunte ce qu'on appelle sur son bilan, ce qu'on appelle un prêt corporate, et donc c'est elle-même qui s'est engagée à rembourser, tu vois. Donc ça c'est un prêt à garantie. Donc un prêt sans recours, c'est pas ça. Un prêt sans recours sur un projet solaire, la société qui développe le projet, elle donne pas de garantie. C'est juste le projet lui-même qui est la garantie en fait. Donc si le porteur du projet abandonne son projet solaire, et ben la banque, tu la retrouves au marché aux puces, avec ses panneaux solaires. Qui veut des panneaux solaires? 2 pour le prix d'un, tu vois, pour pouvoir vendre et récupérer le plus possible d'argent. Voilà, donc, c'est un mode de financement qui est très sophistiqué, parce qu'évidemment, pour qu'une banque accepte ça, il y a tout un environnement contractuel extrêmement compliqué, qui fait le bonheur des cabinets d'avocats, puisque, donc, tu vois, tout l'ensemble des garanties, des contre-garanties, on appelle des back-to-back, etc. Donc, chacun doit prendre son risque dans les contrats. Donc la banque, elle s'assure qu'il y a bien un environnement de risque qui est couvert par les contrats. Donc ça, c'est des financements assez spéciaux. Et donc, c'est comme ça que les renouvelables se financent partout dans le monde. Tu as aussi des prêts corporate avec les grosses sociétés qui émettent des green bonds, par exemple, même Total ou Engie, ils vont émettre des bonds sur le marché, et donc ils vont se financer comme ça. Et puis sinon, en Chine, c'est que du financement corporate. Enfin, c'est un schéma spécial, en fait, où c'est l'État qui se garantit lui-même, quoi. Parce que les sociétés, en fait, elles sont détenues par l'État. Et tu as la banque centrale qui prête aux banques qui sont des banques d'État, qui prêtent aux sociétés qui, elles, sont détenues par l'État. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est peu de gens, en fait, arrivent à rentrer sur le marché chinois, parce que c'est extrêmement consommateur de fonds propres. T'as que, d'ailleurs, des grosses sociétés. Mais, là, petit à petit, t'as un peu le project finance qui commence à émerger. Donc, bon, le gros marché, c'est la Chine. L'Inde, évidemment. L'Inde, un marché très compliqué. En ce moment, là, les taux de rentabilité sont assez bas, et donc il faut trouver les bons projets. Il faut développer aussi les projets. Donc, tu as une certaine complexité sur l'accès au foncier, par exemple, notamment. Il y a beaucoup de litiges sur le foncier. Tu as aussi un peu de complexité sur la sécurisation, la conversion aussi en non agricole, etc. Donc, tu as des problèmes de réseau aussi. Tu as un environnement des affaires aussi qui est un peu compliqué. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde. C'est en roupie en plus, hein, c'est du roupie. Donc ça, voilà. Et puis après, tu as les Philippines là, qui est un marché qui est revenu, là, qui est très bien là, qui a lancé des appels d'offres qui sont très bien faits. Avant, c'était un pays qui avait piétiné parce que, encore une fois, une complexité contractuelle trop forte. Tu vois, c'est la folie. On te mettait en appel d'offres. Tout à la fin de ton développement de projet, on te mettait en appel d'offres, donc tu pouvais tout perdre. Donc évidemment, t'as pas du tout envie de le faire, donc etc. Donc c'était vraiment un marché très compliqué. La Thaïlande est revenue aussi avec des appels d'offres. Voilà, donc tu as quelques marchés comme ça qui évoluent bien. Et je pense que ça va faire tache d'huile. Je pense qu'en Asie, là, globalement, les renouvelables, les pays ont compris que ça marchait très bien, que c'était pas cher. La crise énergétique, ils sont pris de plein fouet. Voilà, donc.
D'accord. Quel conseil, Karim, tu donnerais, toi, à quelqu'un, un investisseur qui a envie de se lancer un peu sur ce marché-là, un marché donc très, très changeant, comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est très compliqué. Quel serait le conseil que tu lui donnerais? Ça dépend de son profil. Si tu es risque adverse, achète des projets en début de construction ou fin de construction, tu vas les acheter cher, mais tu prends pas beaucoup de risques. Et après, tu as un flux de revenus stable. Si c'est fait avec des appels d'offres, il y a beaucoup à faire encore. Tu vois, il y a beaucoup à faire et je pense que il y a beaucoup d'investisseurs en fait qui se disent ok, on va prendre la marge, c'est-à-dire on va les capter en fait la marge de développement que je laisse sur la table. Alors, grosso modo, tu as les acteurs qui développent des projets, tu vois, qui prennent des risques de développement. Par exemple, il y a des moratoires en France, tu vois, des faillites. Donc ça, tu vois, tu as un risque de développement. Et donc, quand ton projet il arrive en début de construction, là, tu peux appeler un investisseur et dire, OK, là, regarde, j'ai fait mon truc, investis dans le projet, et puis je te facture mes frais de développement, quoi. Donc ça c'est ce qu'on appelle le success fee, tu vois, la marge de développement. C'est des montants assez importants parce que c'est beaucoup de risques, c'est assez coûteux aussi de développer. Donc ça, les investisseurs, eux, du coup, ils ont une rentabilité qui est impactée par ces frais de développement, par ce développement fee. Le tout, c'est de dire, OK, les gars, vous arrivez après, donc votre taux de rentabilité doit être assez bas. Donc, beaucoup d'investisseurs se sont en fait développés, enfin, ont commencé à passer des accords avec les développeurs et à prendre eux aussi des risques de développement. Moi, je trouve qu'il manque en fait des investisseurs qui arrivent en fin de parcours dans les marchés émergents. Ça, c'est la première chose. J'ai beaucoup de mal à trouver des investisseurs classiques actifs sur les marchés émergents, alors que, premièrement, il y a des rentabilités assez élevées, et deuxièmement, il y a des structures contractuelles qui sont pas si mauvaises que ça. Et donc ça, ce serait bien qu'il y ait des investisseurs qui regardent ça de plus près, tu vois, et qui puissent étendre leur activité sur les marchés émergents et sur des marchés qui ont vraiment besoin d'eux, en fait, tu vois, qui ont vraiment besoin d'eux. Et puis sinon, voilà, de faire attention, de bien regarder en fait dans quoi tu investis, et puis de bien regarder la structure réglementaire, et puis de bien regarder les fondamentaux, voir avec qui on travaille. Voilà, c'est un marché, comme tu as dit, qui est très changeant, qui a sa complexité. Mais bon, il y a beaucoup de place, quoi. Hein. C'est un énorme marché quand même. Hein. Alors c'est vrai qu'on parle toujours beaucoup de l'éolien et du solaire quand on parle d'énergie renouvelable. Il y a d'autres technologies, tu as évoqué les batteries aussi. Qu'est-ce que tu perçois, toi, comme... quelles sont les technologies qui vont avoir le plus d'engouement encore pour 2025? Est-ce qu'on va rester sur le couple solaire-batterie? Est-ce que l'hydrogène est amené à prendre plus de place? On sait qu'il y a un problème aussi au niveau des infrastructures. On est sur un réseau vieillissant et il y a beaucoup de nouvelles dynamiques à prendre en compte. Qu'est-ce que tu vois dans ces évolutions-là? Ta question, elle a deux sens. La première, c'est quelles sont les technologies en énergie renouvelable, tu vois. Bon, le solaire et éolien, c'est ça qui va faire le gros des énergies renouvelables de toutes les façons, tu vois. Ça, c'est sûr et certain. C'est ça que tu vas déployer à tout va, partout, qui va faire les gros pourcentages. Et puis après, dans certains pays et ou dans certaines conditions, tu vas avoir des énergies renouvelables qui vont être très adaptées. Tu vois, la géothermie, si tu en as, tu vas en faire. L'hydraulique, si tu en as, tu vas en faire plein, tu vois, etc. etc. Donc ça, au niveau des technologies, ça va rester sur le solaire éolien, clairement. Et puis, tu as des technologies qui vont répondre à des besoins spécifiques dans des contextes spécifiques, tu vois. Ensuite, tu as ce qu'il y a autour des énergies renouvelables, la flexibilité, ou l'hydrogène, ou la batterie, tu vois. Ça n'est pas de la production énergétique, c'est les outils systèmes, en fait. Donc ça, les outils systèmes, en fait, là, on est arrivé à ce point-là, en fait, dans notre transition. On a compris, je pense, à peu près comment on va décarboner notre électricité. On voit à peu près à quoi ça ressemble, un mix énergétique, un système électrique décarboné. On voit à peu près comment ça fonctionne. Mais l'électricité, c'est que 20 ou 25%. Et donc, tu as tous les fuels à côté, tu vois. Et donc, pour faire partie des fuels, tu dois baisser tes demandes, tu vois, de toutes les façons possibles, imaginables. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut rationaliser et optimiser dans notre société, mais une autre partie qu'on va électrifier. Et donc, ton système électrique, tout d'un coup, il va complètement changer parce qu'il y a de la demande qu'il n'y avait pas avant qui arrive. Par exemple, de la voiture électrique, tu vois, qui arrive, de la pompe à chaleur, etc. Et donc, tu couples, en fait, à la fois un système électrique qui fonctionne
avec du solaire qui dépend de la lumière, tu vois, de l'éolien qui dépend du vent, avec des nouveaux usages. Et donc, c'est tout ce truc-là qu'il faut penser. Et si ça foire d'un côté ou d'un autre, c'est là où tu vas avoir des prix négatifs, des problèmes de réseau, des gens qui n'arrivent pas à faire leur projet alors qu'ils veulent le faire, etc. Ça, là, on en est à ce niveau-là maintenant en Europe. C'est-à-dire électrifier les usages, réfléchir à l'industrie, comment électrifier l'industrie. Et donc, tu vas avoir des nouveaux business models, en fait, qui sortent, des layers de complexité, tu vois, qui arrivent. Parce que là, par exemple, les industriels, ils vont se dire, tiens, je vais faire des accords directs, tu vois, avec les producteurs d'électricité. Ils vont aussi changer leur façon de consommer, tu vois. Je cite un exemple toujours, c'est Google qui change ses algorithmes dans ses data centers pour en fait faire qu'il y a des calculs qui arrivent à un moment où il y a plus de vent ou plus de soleil, tu vois. Donc, tu vois, c'est des choses comme ça sur lesquelles on réfléchit. Et donc, ton promoteur d'électricité, enfin, ton promoteur de renouvelables, lui, il intervient dans un univers qui déjà se transforme et qui est de plus en plus complexe parce qu'il agrège de différents acteurs. Et donc, si toi, tu es tout seul dans ton coin là et que tu dis je vais développer mon projet éolien tranquille et puis je vais me raccorder au réseau et puis c'est super, ça c'est de moins en moins le business model du développeur. Et d'autant plus vrai que la transition, on l'a bien compris, je crois maintenant, elle doit être, alors comment on dit, je crois, inclusive, c'est ça. Je sais pas pourquoi elle était exclusive avant, tu vois. Mais ce qui veut dire qu'il faut peut-être arrêter de faire ça dans notre coin, et puis il faut peut-être commencer à discuter avec les citoyens et à se dire que, voilà, on travaille ensemble, on fait des choses ensemble. Donc, c'est pas que au moment où il y a l'enquête publique, si tu veux, où là tu fais ta présentation PowerPoint et tu dis, regardez, mon projet est génial. Non, il y a peut-être autre chose à réfléchir. Et donc, en France, par exemple, on fait pas mal de choses là-dessus, où on travaille avec les coopératives énergétiques. On imbrique l'électricité qui est fournie aux citoyens, la production d'énergie renouvelable, et donc ça fait des projets en fait intégrés, tu vois. Et je pense que ça, c'est des choses qui vont de plus en plus en fait, de plus en plus à avancer, quoi. Voilà, donc. D'accord. Il y a un phénomène sur le marché de l'électricité qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques temps. C'est ce qu'on appelle un peu la bête noire des marchés en ce moment, c'est les prix négatifs. Tu les as évoqués tout à l'heure. Ce phénomène, s'il se confirme, il a des conséquences à plusieurs niveaux. Il y a des conséquences pour RTE, par exemple, concrètement en France, qui gère le transport de l'électricité, parce que ça crée des incertitudes en fait, de prévision de production, donc d'équilibre à avoir ensuite sur le réseau électrique. Et ensuite, il y a des problèmes, je pense, plus au niveau de l'investissement, c'est-à-dire des personnes qui investissent dans des projets et qui se rémunèrent ensuite sur la vente de l'électricité, parce que ça impacte justement aussi leurs prévisions de rentabilité. C'est ça, en fait. Est-ce que j'ai bien compris? Je peux donner un cas concret. J'ai exactement le cas en Roumanie. On a envie de faire des projets, c'est super. Donc, il y a eu un appel d'offres, ce qu'on appelle les CFD, Contract for Difference, qui est gros un prix fixe qu'on te donne. Enfin, tu as le droit de vendre sur les marchés et puis on te garantit un prix. Mais tu as beaucoup de projets en dehors de CFD. Donc, en fait, tu vends sur le marché spot. Tu regardes les prix moyens et tu te dis, c'est bon, on va gagner de l'argent. Et puis après, tu regardes dans la journée, et tu dis, mince, mon projet solaire, là, juste au moment où je vends de mon électricité, le prix de l'électricité n'est pas cher du tout. Et ça devient devenir négatif quand tu as en plus des acteurs qui sont obligés que tu prennes l'électricité. Donc eux, carrément, ils prennent des bides négatifs. Donc toi, ta solution, c'est quoi? C'est par exemple de décaler ta production et donc d'avoir une batterie. Un prix négatif, ça veut dire vivre les batteries. Hein. Ça veut dire aussi qu'il faut à la fois plus de demandes la journée, et donc ça, c'est une réflexion sur les usages, et puis c'est une réflexion aussi sur la partie production, où tu vois, on peut décaler en fait cette électricité, cette production, pour pouvoir la vendre à d'autres moments. Quoi. D'accord, intéressant. Alors, Karim, si aujourd'hui si tu pouvais changer une chose pour accélérer la transition énergétique et le déploiement des énergies renouvelables dans le monde, je te donne une baguette magique, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu changerais? Si j'avais un pouvoir extraordinaire, qu'est-ce que je ferais? Il y a deux sujets. Bon, il y a un sujet qui m'est cher, c'est la désinformation. Ouais, je m'en doutais. Mais ça, c'est pas possible. Il faut arrêter ça. Non, mais je crois que ce qu'on réalise pas, en fait, ce qu'on réalise pas sur la désinformation, c'est que il y a des centaines de millions de dollars qui sont injectés dans ce truc-là. Et donc, c'est même pas la peine d'imaginer que à faire des petits posts là sur LinkedIn, à faire des petites publications à droite à gauche là, on va combattre la désinformation comme ça. C'est même pas la peine. Si tu veux, sur ces 20 dernières années, ça se compte en milliards d'investissements qui est fait dans la désinformation.
aux États-Unis, tu as une centaine de think tanks qui créent de l'information ad hoc. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont ces spécialistes de la communication qui créent de l'information et ça crée des débats clivants. C'est affreux. Donc c'est un peu David contre Goliath, on ne se rend pas compte qu'il y a des dépenses financières extraordinaires à mettre en place pour lutter contre la désinformation, et il faut que les acteurs du privé le fassent. Et ça, on n'y est pas encore. Qui finance la désinformation ? C'est Exxon, c'est Chevron, c'est les 2 premiers, par exemple. Au monde, c'est les 2 plus grands financeurs de désinformation. Et puis, tu as tous les milliardaires derrière, etc. Donc, voilà, il va falloir qu'on commence à réfléchir à ça, à ce qui est en fait une union, si tu veux, des réseaux en fait qui se créent, parce que la désinformation fonctionne en réseau. Tu vois, t'as le réseau Atlas qui réunit les grands think tanks du monde qui désinforment. Tu vois. Donc ça, voilà, la première chose à faire, c'est si je veux faire quelque chose déjà, ça serait d'essayer de voir comment on pouvait faire des réseaux mondiaux avec des financements privés pour lutter contre la désinformation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les réglementations. Le développement de l'ENR, au niveau technique, etc., ça se passe, au niveau technique, ça se passe très bien. Les gens, ils investissent, ils sont malins, les industriels, ils investissent comme des sagouins dans tout. Donc, si tu veux, honnêtement, ça dépote, quoi. Honnêtement, s'il y a bien un truc qui fonctionne dans la transition, c'est bien les renouvelables, tu vois, où vraiment on délivre à fond, tu vois. Et les gens sont sympas, en plus, il y a eu des débats sur la biodiversité, il y a des vraies réflexions, si tu veux, sur, ok, mince, tiens, c'est vrai, tu vois, il faudrait qu'on fasse des choses bien, quoi, tu vois. Donc, il y a des vraies réflexions, les gens évoluent, c'est pour ça que les renouvelables, ça continue, hein, c'est parce que il y a une capacité d'adaptation dans ce secteur qui est folle, tu vois. Donc, la partie technique, industrielle, ça fonctionne. Par contre, la partie réglementaire, ça, c'est l'enfer, parce que déjà, tu vois, la transition, c'est donc dans chaque pays. C'est mondial, mais c'est chaque pays, tu vois. Donc, chaque pays, elle a ses propres contraintes, avec ses propres lobbies, en plus, tu vois. Et donc, il faut vraiment travailler sur des réglementations qui soient beaucoup plus simplifiées que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a une vraie réflexion à faire pour mettre en cohérence tout ça, pour simplifier, et, voilà, tu vois, voilà, simplifier, mais pas déréglementer, tu vois. C'est simplifier, ça veut dire rationaliser, quoi. Bien sûr, que ça se fasse pas au détriment d'autre chose, mais que ça se fasse en bonne intelligence. Ouais. Ok. Bah, c'est deux coups de baguette magique qu'on va se souhaiter pour 2025, alors. Hein. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir terminer cette conversation hyper intéressante là-dessus. Merci beaucoup, vraiment, Karim, d'avoir accepté de venir avec moi sur ce podcast et puis d'avoir répondu à ces questions un petit peu générales, bien sûr, parce que c'est des thématiques qui ne sont pas toujours faciles à aborder et qui sont très complexes. Hein. C'est très intéressant, en tout cas, d'avoir aussi un point de vue, justement, de quelqu'un qui n'est pas uniquement en France et puis qui a un regard sur l'Asie, sur ces marchés émergents dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment. Et puis, écoute, tout le meilleur pour cette année. Et écoute, peut-être à une prochaine fois, avec optimisme. Hein, soyons optimistes pour 2025. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup d'évolutions qui nous attendent. Et ça, c'est assez enthousiasmant. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup, Mariam, de m'avoir invité. Je rappelle à nos auditeurs que le groupe UNIT développe, construit et exploite des centrales d'énergie renouvelable, principalement photovoltaïques, éoliennes et hydroélectriques en France. Si vous qui nous écoutez, vous êtes propriétaire d'un grand terrain, d'une friche, d'une terre agricole et que la production d'une électricité verte vous intéresse, vous pouvez nous contacter aux coordonnées en commentaire. En attendant, abonnez-vous au podcast pour en savoir toujours plus en 2025 sur l'avenir de l'électricité verte.